Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 313e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Téléguinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables, professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'économie, le droit, l'éthique. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Téléguinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 313e édition, nous avons retenu pour thème l'audit interne dans la gestion moderne des entreprises. Un thème assez pointu. Et fort heureusement, pour le développer, nous avons fait appel à deux hautes autorités de l'association qu'on appelle l'Association des auditeurs internes, chapitre Haïti. Il s'agit de M. Thomas Blot, président de l'association, et de M. Gabriel Zéphir, directeur exécutif. M. Blot, bienvenue. Merci, Payan, et merci pour l'invitation. Je salue donc tous les auditeurs et tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission OCPA Magazine. De façon particulière, je salue mes confrères de l'ordre des comptables agréés et je profite de manière spéciale à saluer tous les membres de IA Haïti. Merci. Très bien. Merci, M. Payan, pour cette invitation, chers confrères. Et je profite de cette opportunité rapidement pour saluer les téléspectatrices, téléspectateurs de l'émission OCPA Magazine. C'est un véritable honneur pour moi d'être là ce matin. Et donc, j'envoie une salutation particulière également aux confrères de l'ordre ainsi qu'aux membres de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti. Merci. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'ordre. L'ordre des comptables reçoit l'inscription en son local au niveau 17 de la rue El-Bossan de 9h à 4h PM. L'ordre organise aussi des cours de formation, des séminaires, adressés tant aux membres de l'ordre que le grand public. À chaque émission, nous répondons à une question aussi. Eh bien, nous allons voir particulièrement la compte provisionnelle prévue par le décret du 29 septembre 2005. Nous voulons faire cette petite mise au point pour tous ceux qui, de près ou de loin, se trouvent intéressés au traitement de la compte provisionnelle et particulièrement au niveau des entreprises. Dès qu'on parle d'acompte, on parle de modalité de paiement d'un montant principal. Un acompte, son moyen de payer un cob qu'on doit au monde. Lorsqu'on voit l'acompte au niveau fiscal, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? L'acompte devient automatiquement modalité de paiement pour acquitter l'impôt, par exemple, sur le bénéfice. S'il n'y avait pas d'acompte, l'impôt serait payé en totalité au moment du dépôt des rapports financiers. Ça voulait dire que lorsque l'entreprise paie un acompte, c'est une avance qu'elle fait sur l'impôt résultant du bénéfice à réaliser. Donc, on ne peut pas demander à l'entreprise de garder l'acompte et de le récupérer 12 mois après. En pareil cas, l'entreprise serait en situation permanente de crédit d'impôt. Or, la loi prévoit qu'il n'y a pas de cumul de crédit. Donc, à nos amis de la DGI qui ont encore cette confusion, nous leur disons très clairement, l'acompte que l'entreprise paie est automatiquement déductible et récupérable de l'impôt sur le profit qu'elle a réalisé. Donc, il n'est pas question de garder l'acompte et de le récupérer 12 mois après. Ceci serait vraiment une tentative de détruire le cash flow des entreprises. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, notre émission
l'audit interne de la gestion moderne des entreprises. Nous savons que nos entreprises ont des difficultés de fonctionnement. Elles ont beaucoup d'efforts à faire. Certaines ont consenti beaucoup d'efforts de l'organisation en se dotant d'outils technologiques, de ressources humaines qualifiées, et d'autres encore, dans un environnement encore compliqué, ont consenti de financer l'étude de leur cadre. Mais il y a un constat, il y a un déficit au niveau de la gouvernance des entreprises. Le constat est général, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de cas particulier. Or, ce que nous visons en principe à avoir, je dis que ce qu'on appelle, à élargir le cercle. Et c'est pourquoi cette émission est d'une grande importance pour nous. Et la première question que nous allons adresser à nos deux invités, puisqu'on parle d'audit interne, on parle de gestion moderne d'entreprise, eh bien, Monsieur Thomas Blot, vous êtes président de l'IA, veuillez faire une brève présentation de vous-même. Bon, et Thomas Blot, étant donné qu'aujourd'hui je suis ici comme étant le président de l'IA, donc ça fait déjà 2 ans que j'occupe le poste de président du conseil d'administration de l'IA. Mon parcours est licencié en sciences comptables et de l'INAG. Et j'ai rapidement intégré le marché du travail tout de suite après ma licence. Quelques années plus tard, j'ai eu l'opportunité de faire un DESS en management bancaire et à Marseille et au CEFEB, Centre d'études de formation professionnelle bancaire, qui est également sanctionné par un diplôme de Paris-Sorbonne. Et de retour en Haïti, donc, je suis retourné dans mon milieu de travail et là, encore une fois, j'avais senti la nécessité d'avancer. Et j'ai eu quand même l'opportunité, et je dois le dire, de bénéficier de 2 bourses d'études de mon institution. Et c'est là que j'ai fait une maîtrise en services financiers. Très bien. Alors laquelle Quelle institution? Et bien sûr la Unibank. Parfait. La Unibank, et d'ailleurs, je viens de fêter mes 20 années à la Unibank. Bon, j'espère que ça va malgré la jeunesse. Monsieur Zéphir, confrères Zéphir, présentez vous-même. Hein? Bon, en fait, c'est encore une fois un plaisir pour moi de le faire. Et, Gabriel Zéphir, en fait, j'ai eu une formation en sciences économiques et gestion d'entreprise de l'Université de Montréal et une maîtrise en administration des affaires avec option spécialisation comptabilité. Oui. Donc j'ai eu le privilège de travailler dans le domaine de la comptabilité et de l'audit. Donc je suis membre de l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Je suis aussi membre de l'ordre the American Institute of Certified Public Accountants, qui est l'ordre américain. Je suis CMA, qui est le Certified Management Accountant. J'ai eu le privilège d'être aussi un vérificateur interne certifié avec le titre de CIA et qui confirme un petit peu une certaine maîtrise de la question de l'audit interne. Donc actuellement, j'enseigne aussi l'audit interne au niveau de l'Université Kiskeya dans le programme de maîtrise en comptabilité et contrôle et audit. Je suis le directeur exécutif de l'IA et aussi directeur associé de la firme AMF Expert, qui est une firme d'expertise comptable et de consultance en développement. Voilà. Très bien. Donc, les auditeurs, les spectatrices, les utilisateurs s'attendent déjà à vous voir donner toute votre mesure. Puisque le thème de l'émission, c'est l'audit interne et gestion moderne des entreprises, comment vous voyez vous-même, par votre expérience, l'environnement administratif qui doit être mis en place pour assurer la bonne gestion des entreprises? Merci. Bon, et effectivement, ce matin, et en quelques minutes, nous avons la lourde responsabilité de pouvoir expliquer au public quelle est l'importance de l'audit interne dans la gestion moderne des entreprises. Mais rapidement, je vous dirais que tout commence quelque part. Et aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'entreprise,
la première chose qui doit être visée, c'est quels sont les dispositifs qui ont été mis en place pour qu'il y ait une structure de contrôle à l'intérieur des entreprises. Parce que la faiblesse majeure des entreprises, c'est d'être dans l'impossibilité ou dans l'incapacité de pouvoir assurer un contrôle continu des activités de l'entreprise. Et dès lors qu'on n'établit pas les moyens de contrôle à l'intérieur d'une organisation, à ce moment-là, il y a tous les risques qui vont être présents. Risques d'insolvabilité, risques de non-rentabilité, risques de non-contrôle, risques de faiblesse au niveau managérial. Donc, la base même, avant même de parler de l'audit qui arrive au 3e rang de la maîtrise de la gestion de l'entreprise, il faut d'abord parler des moyens de contrôle. Je ne sais pas si Gabriel... Voilà. Mais alors ces risques, effectivement, risque de management, risque de perdre aussi son investissement. Est-ce que, quelque part, professeur Zéphine ne pourrait pas élaborer sur ces risques et voir aussi les dangers qui menacent son entreprise, en Haïti particulièrement? Tout à fait. Je crois que entièrement d'accord avec Tom. C'est vrai que le point de départ, c'est dans la conception des dispositifs de contrôle à l'intérieur du système de gestion de l'entreprise. Et ces dispositifs de contrôle, comme on le voit, se focalisent sur les aspects d'efficacité et d'efficience, à savoir est-ce que l'entreprise qui établit un ensemble d'objectifs, des objectifs commerciaux, des objectifs organisationnels, est-ce que ces objectifs peuvent être atteints? Parce que la finalité de toute entreprise, c'est de pouvoir arriver à une certaine profitabilité. Si c'est une entreprise commerciale et si c'est une entreprise de services, des gens ONG, c'est de pouvoir fournir les services aux bénéficiaires ultimes. Donc, comment mesurer que ces objectifs sont atteints? Ça veut dire, d'entrée de jeu, il faut qu'on comprenne, l'entreprise doit pouvoir s'assurer que ces objectifs sont préalablement définis. Et il n'y a personne qui rentre en affaires sans avoir des objectifs. Et ces objectifs doivent être documentés de manière à pouvoir les suivre. Et par rapport à cet aspect, le contrôle interne devient extrêmement important parce que ça permet d'assurer et de mesurer à quel moment ces objectifs sont atteints. Et un aspect extrêmement important dans l'atteinte des objectifs, c'est aussi quel niveau de ressources qui est employé. Quels sont les efforts qui sont faits? Quel est le coût effectivement associé à l'atteinte de ces objectifs qui définit un petit peu le cadre d'efficience de cette entreprise? La deuxième grande priorité, on va le voir, c'est la capacité de produire de l'information. Est-ce que l'entreprise qui travaille, qui aussi établit des objectifs, il a la capacité de pouvoir documenter sous forme chiffrée, si vous voulez, la finalité des actions posées? Donc c'est là où la production de l'information, que ce soit des informations titres opérationnels ou des informations financières, là la comptabilité aura un rôle particulièrement important à jouer. Et aussi les informations de gestion aussi extrêmement importantes. Et on le verra et certainement aussi l'entreprise devra faire cet effort dans le cadre de cette mise en place de contrôle pour s'assurer que les questions de conformité par rapport à la loi, que ce soit les lois fiscales, que ce soit les lois commerciales, que ce soit les lois de manière générale, le respect des droits des employés, cet ensemble de dispositifs de conformité qui résument quelque peu les défis de contrôle auxquels l'entreprise est exposée. Donc, dès qu'il y a cette définition d'objectifs par rapport au grand champ d'efficacité et d'efficience dans la conduite des opérations, la question de conformité, la capacité de produire de l'information financière ou opérationnelle, on voit clairement qu'il y a des risques associés à chacun de ces niveaux. Très bien. Et maintenant, puisque nous sommes conscients de cela, alors si on prend, bon, quels sont les éléments à mettre en place? 1, 2, 3. Bon, je dirais rapidement, et tel que Gabriel vient de le définir, l'entreprise... Bien investir, par exemple. Bien investir, l'entreprise ou un start-up, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Dès qu'on pense à investissement, il y a un objectif, il y a un plan d'affaires qui est élaboré. Et à partir de ce plan d'affaires, on commence à démarrer les activités. Donc l'entreprise, quelle est sa première réaction? L'entreprise va se doter des moyens de production. Et de la même manière que l'entreprise va chercher les moyens de production, l'entreprise doit également penser aux moyens de fournir des informations.
Parce que quelque part, à l'intérieur de l'entreprise, au cours de sa durée, l'entreprise joue un rôle d'archivage en matière d'information et d'information de toutes sortes. Parce que tous les événements qui vont se produire à l'intérieur de l'entreprise doivent être documentés, et particulièrement les informations financières. Et or, aujourd'hui, la grande faiblesse, si vous permettez, de beaucoup d'entreprises haïtiennes, c'est que la comptabilité est classée au énième rang. Or, on n'a pas compris encore l'importance de la comptabilité à l'intérieur d'une institution, parce que je veux monter une entreprise pour vendre des produits alimentaires, je dois avoir les moyens de contrôler mon stock, je dois avoir les moyens de contrôler mes ventes, je dois avoir les moyens d'avoir un rapport me permettant de voir l'évolution de mes affaires. Et il n'y a pas d'autre outil de contrôle qui puisse te permettre de le faire, c'est la comptabilité. Aujourd'hui, heureusement, avec la technologie, on peut mettre en place des systèmes extrêmement performants pour pouvoir fournir ces informations. Cependant, toutes les entreprises ne sont pas de même taille. On ne va pas demander à une petite entreprise d'avoir le même niveau de contrôle que pourrait avoir une entreprise de taille moyenne. Mais toujours est-il, quelle que soit la taille de l'entreprise, il faut qu'il y ait des moyens de contrôle qui soient mis en place, de telle sorte que le contrôle également ne coûte pas beaucoup plus cher. C'est-à-dire la sauce ne coûte pas beaucoup plus cher que la viande. Mais il faut qu'il y ait des moyens de contrôle, et quelle que soit la taille de l'entreprise, il faut qu'il y ait une comptabilité. Donc, à partir de ce moment, et si vous permettez, et par exemple, vous avez dit quelle est la première, et trois choses qui pourraient mettre en place. Les éléments à mettre en place, c'est d'abord mettre une structure, un organigramme. Qui fait quoi, quand, comment. Donc, c'est déjà un point. Mettre un système d'information, c'est la deuxième chose. Et ensuite, monter un système, quelle que soit la taille de l'entreprise, il faut qu'il y ait un système qui puisse faciliter la gouvernance de l'entreprise. Parce qu'il y a une hiérarchie qui est respectée à l'intérieur de l'organisation, et les relations à l'intérieur de cette hiérarchie permettent à tout un chacun de pouvoir fournir le travail avec efficacité, efficience, et les moyens de contrôle automatiquement y sont. Très bien. Alors, dans votre développement, j'ai saisi l'emphase qui est mise particulièrement sur la comptabilité, sur l'information, sur aussi la nécessité d'avoir un organigramme. Mais il y a un élément qu'a souligné M. Zéphir, à savoir le plan d'affaires. Alors, rapidement, quels seraient les avantages? Parce que bien souvent, on se lance en affaires de façon émotionnelle. On dit, il y a une opportunité quelque part, il faut que je la saisisse. Mais quels seraient alors les avantages à tirer de nos plans d'affaires? Rapidement, brièvement. En fait, entièrement d'accord, le plan d'affaires constitue vraiment le point de départ. Le point de départ. Parce que avant de pouvoir se lancer dans une entreprise quelconque, il faut que ça puisse être réussi sur le papier. Sur le papier, on peut déjà anticiper et dans quel secteur qu'on va, la structure opérationnelle qu'on va mettre en place. On peut, par notre compréhension de l'environnement, notre compréhension du marché, déterminer un petit peu quels sont les avantages compétitifs que l'on a, quels sont les défis qu'on aura à relever, la nature du secteur en termes de compétition, etc. Et on peut d'ores et déjà aussi, par rapport à la planification qui est faite, être en mesure d'élaborer un budget. Parce que le budget, c'est la représentation chiffrée de ce qu'on projette de faire, de la programmation et qui est en perspective. Et ça permet déjà d'avoir une feuille de route. C'est une feuille de route parce qu'on a des outils permettant de bien comprendre les objectifs qui sont ciblés et aussi de pouvoir les suivre en termes de la capacité de comparer ce qu'on fait vraiment avec ce qui a été programmé. Donc ça, c'est déjà un outil qui est un outil d'orientation, un outil de suivi, un outil de coordination des efforts. Donc un plan d'affaires, c'est l'instrument et ça permet de vous dire exactement où est-ce que vous allez. Vous pouvez réaliser, voir à quel moment est-ce que cette entreprise peut être profitable, de telle sorte qu'on n'arrive pas avec des inquiétudes lorsque on voit que les choses commencent, en fait, au début, par exemple, de l'activité, elle n'est pas tout à fait lucrative, elle n'est pas tout à fait rentable. On s'inquiète si on n'a pas de plan. Mais si on a un plan, on sait que ça n'allait pas être rentable dans peut-être les 6 prochaines ou les 2 prochaines années, qu'il fallait attendre la 3e année pour que ça soit rentable. On le sait.
Donc maintenant, c'est ça l'avantage du plan. C'est comme on a une carte de route, on est capable, on fait la route à partir d'une carte, on n'est pas en train de faire du pilotage à vue. C'est ça. Très bien. Alors là, on voit le plan d'affaires, les avantages. Vous avez parlé aussi, M. Blot, le président, a parlé par exemple de la comptabilité. Mais dans votre exposé, M. Zéphir, je crois déceler qu'il y a l'obligation d'avoir des chiffres, des prévisions dans le futur, ce qui nous ramène à la comptabilité. Mais alors, c'est-à-dire ceci ne remplace pas l'émotion. Au contraire, ça confirme dans quel secteur on va évoluer, quels sont les risques. Mais vous avez un problème de déficit, on est surtout informel. Est-ce que vous voulez dire très clairement, dès qu'on commence une affaire, il faut qu'on soit plus formel? C'est bien le cas, monsieur. Et si on parle d'entreprise, donc certainement on parle d'un environnement formel. Parce que il ne saurait y avoir d'entreprise si les conditions légales ne sont pas remplies. Il faut faire formel. Il faut que ce soit formel parce que une entreprise qui fonctionne en dehors de la légalité n'est même pas considérée comme étant une entreprise. Là, nous parlons des entreprises formelles, des entreprises légalement reconnues. Et à partir de ce moment, effectivement, comme vous avez dit, un budget, c'est un outil pour pouvoir savoir à tout moment les décisions, les objectifs qui avaient été fixés, est-ce que nous sommes en phase de les atteindre. Et tout ceci constitue les moyens de contrôle à l'intérieur de l'entreprise. Parce que n'oublie pas, nous représentons IA Haïti, l'Institut des auditeurs. On n'a pas parlé encore d'audit interne. Ça va venir. Ça va venir. Alors, c'est un plus de l'organisation de l'entreprise. Mais alors, on voit le côté général. Et alors, on veut vanter le budget. On veut vendre le budget. Quels seraient pratiquement vos propos à propos du budget? Important du budget. Important du budget. Son rôle. Son rôle. C'est-à-dire, pourquoi investir? Pourquoi avoir un budget? Exactement. Je crois qu'il est extrêmement important de partir de cette première motivation qui pousse les entrepreneurs à être en affaires. Et c'est d'abord une vision. Il y a une vision qui pousse l'entrepreneur. L'entrepreneur voit l'avenir à travers un prisme et cherche à s'associer à des gens et partager cette vision. Et ceci est extrêmement important dans le processus de formalisation, que ceci soit documenté. Trop souvent, on arrive, on ne connaît pas forcément la vision de cet entrepreneur, alors que cet entrepreneur a effectivement une vision. Un deuxième élément extrêmement important, et quand même on verra la liaison avec le budget, c'est les définitions de valeurs, le côté éthique, le côté intégrité, les valeurs que cette entreprise veut véhiculer. C'est extrêmement important parce que ça vous permet d'être en constante harmonie avec vous-même et d'être honnête avec ce que vous voulez faire. D'où, on verra systématiquement qu'il y a nécessité de mieux comprendre ces objectifs et de pouvoir les établir et pouvoir aussi avoir des indicateurs de performance pour pouvoir les mesurer. Donc, on rentre systématiquement dans le cadre de prévision, dans le cadre d'élaboration de budget, qui n'est autre que les programmes conçus, les activités que l'on planifie de réaliser, que l'on prend et que l'on met sous cette forme chiffrée qui est le budget. Donc le budget est extrêmement important. C'est un outil de communication. C'est parce que les priorités de l'entreprise vont émerger à travers le budget. C'est comme, par exemple, si on prend la plus grande entreprise ici, qui est l'État haïtien, et donc le budget de la République doit refléter un petit peu les priorités de l'État, quel secteur, quelle politique publique qui est priorisée, et pourquoi et comment est-ce qu'on peut suivre, quel indicateur de performance est-ce qu'on a pour dire qu'on a atteint les objectifs budgétaires, on a atteint les objectifs en termes d'activité, les performances. Donc le budget est un outil important de coordination, parce que ça permet de coordonner les activités, de communication, ça permet de transmettre, je dirais, les projections qui sont faites à partir des objectifs préalablement établis. Donc on peut communiquer à ceux-là qui vont contribuer. Donc il y a une structure de responsabilité qui est attachée au budget, parce que le budget doit être exécuté comme tout plan. Et maintenant, c'est un outil de contrôle pour voir à quel moment est-ce que les objectifs sont atteints. Et donc, on ne saurait effectivement, comme je l'avais dit tantôt, rentrer
dans aucune initiative sans avoir un plan de jeu qui est une carte. Donc le budget sert à ça essentiellement. Une feuille de route. Une feuille de route. Très bien. Vous suivez l'émission Oak Magazine, 73e édition. Nos invités, M. Thomas Blo, président de l'IA, et M. Gabriel Zéphir, qui est directeur exécutif. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 313e édition de votre émission hebdomadaire sur Télé-Guinée, OCPA Magazine. Émission qui a pour thème audit interne de la gestion moderne des entreprises. Nos invités, M. Thomas Blo, président de l'Institut des auditeurs internes, chapitre Haïti, et M. Gabriel Zéphir, qui est le directeur exécutif de la même entité. Au cours de la première partie de l'émission, nos invités ont largement élaboré sur le processus formel qui est indispensable pour réussir une affaire. Ils ont parlé du plan d'affaires. Le plan d'affaires permet à l'investisseur ou au groupe d'hommes d'affaires intéressés à l'entreprise d'avoir un tableau de bord. Ils ont parlé du budget. Le budget, encore une fois, comme ils l'ont si bien dit, vous donne une feuille de route. Vos objectifs et les moyens à partir desquels vous atteindre ces objectifs-là. Donc, ça veut dire que dans le temps, on est en mesure d'apprécier où l'on va. On ne sera pas surpris par les mauvais résultats, ou bien par un mauvais mois, par une mauvaise période, puisque le budget est là pour définir l'objectif et également permettre de suivre dans le temps. Ils ont également parlé de la comptabilité, du rôle de la comptabilité, de l'information financière, à savoir, on ne peut pas réussir une affaire si on ne dispose pas de moyens de contrôle, entre autres, la comptabilité, qui représente, je dirais, l'intrant. À partir de cet intrant-là, on est renseigné, informé, on peut faire des prévisions. Et, pour clore cette première partie de l'émission, eh bien, vous avez vu comment ils ont insisté sur le côté formel. Le côté formel en affaires. C'est là qu'il y a l'émotion qui préside la décision. On veut se lancer dans tel secteur. Mais il y a aussi l'obligation d'avoir les outils de contrôler son entreprise. Aussi, la première question que nous avons adressée à nos chers invités, c'est est-ce qu'il y aurait un lien entre, je dirais, le formalisme de l'entreprise et la taille? Bon, pour répondre, je dirais, être formel, c'est la condition sine qua non pour être en affaires. Cependant, la réalité, parce qu'il faut regarder la réalité, très souvent, et quelqu'un qui a un projet et se dit, bon, je vais essayer de démarrer une affaire. Et très souvent, et au moment de démarrer l'affaire, et cette personne, peut-être, n'imagine pas quelle ampleur que ça va avoir, et très souvent, il démarre sans mettre en place, si vous voulez, les structures ou les garde-fous ou les balises qu'il faut pour pouvoir avancer de manière structurée avec son affaire. Et c'est généralement ainsi que naît, si vous voulez, le secteur informel. Moi, je dirais, et c'est l'existant, nous savons que ça existe. Il faut au moins aujourd'hui, dès que la personne commence à ses opérations, qu'il puisse prendre des dispositions pour pouvoir rendre formel. Parce que tôt ou tard, cette personne va se retrouver en face de l'État haïtien, parce qu'il faut payer des taxes. La DGI, certainement, dans son travail de dépistage, pourrait un jour ou l'autre tomber sur l'entreprise. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, en étant formel, vous donnez la possibilité d'avoir une entreprise beaucoup plus solide. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas limité. Parce que pour avoir accès à un prêt, certainement, on va vous demander les papiers légaux. Donc, pour pouvoir justement alimenter votre activité, il faut définitivement rentrer dans le circuit formel. Et si nous parlons de contrôle interne et d'audit, certainement,
cette petite entreprise qui vient d'être créée sur le marché informel a lui aussi besoin et de contrôle. Parce que celui qui gère et l'entrepreneur qui gère ses affaires en one-man show, certainement peut se retrouver dans une situation où il n'a pas le contrôle de tout ce qui se passe à l'intérieur de son entreprise. Donc, il est conseillé d'avoir quand même, de mettre en place des moyens, non seulement des moyens de contrôle, mais l'un de ces moyens, c'est d'entrer dans le formalisme. Très bien. Le thème de mission, c'est audit interne de la gestion moderne de l'entreprise. L'entreprise est structurée, est organisée. Et l'entreprise vit, elle fonctionne. Où peut-on placer l'audit interne? Où et comment? Bon, en fait, c'est une question... Alors, vous dites aux spectateurs, c'est quoi l'audit interne aussi? C'est ça, c'est ça. Un peu de mots, je comprends. Effectivement, c'est une question qui est extrêmement importante parce que parfois on se pose des questions, est-ce que l'audit interne est important? À quel moment est-ce que ça commence? Et l'audit interne en tant que fonction, de la même manière qu'on a parlé de comptabilité, de la même manière qu'on a parlé de planification, planification avec le plan d'affaires, on a parlé aussi des aspects opérationnels pour faire fonctionner l'entreprise. Et aussi, on commence à parler de l'audit pour voir et comment est-ce que ce qui a été programmé et réalisé, est-ce que les niveaux d'objectifs qui avaient été identifiés, établis, sont atteints, à quel coût, etc., etc. Donc, on voit qu'il y a une dynamique d'assurance qui est recherchée. Okay. Et cette assurance, c'est pouvoir effectivement se dire si ce qui a été programmé est fait. Ça, c'est un premier aspect. Mais d'entrée de jeu, on voit un cadre beaucoup plus large. C'est un cadre de gouvernance de l'entreprise, un cadre, pour ne pas dire la gestion de l'entreprise. On voit un petit peu la gouvernance et où cette fonction d'assurance et de surveillance, si vous voulez, en termes de contrôle sur les dispositifs de contrôle, cette fonction devient importante. Est-ce que toutes les entreprises, généralement quelconque, peu importe sa taille, a une structure d'audit interne? Parce que si on regarde aujourd'hui, lorsqu'on parle d'audit interne, on ne retrouve l'audit interne que dans certaines grandes entreprises. Les petites entreprises, forcément, rares, ils n'ont pas cette structure d'audit interne. Mais est-ce que les activités d'audit interne se réalisent? La question c'est oui, les activités d'audit interne se réalisent à tous les niveaux, peu importe la taille de l'entreprise. Par exemple, on peut ne pas avoir conscience d'avoir un audit interne, mais les fonctions sont remplies. Sont remplies à un certain niveau. Il va arriver à un moment où on est dépassé, parce que par rapport à la taille, par rapport à l'évolution des activités, comme Tom l'a dit tantôt, un one-man show ne pourra pas faire le travail parce que vous ne pouvez pas être partout et en tout temps. Donc vous avez besoin d'une certaine forme de délégation de responsabilité pour vous assister à faire face à vos responsabilités de contrôle, par exemple. Donc l'audit interne est un des piliers de cette structure de bonne gestion, de gouvernance d'une entreprise. Donc là, on a vu, par exemple, que c'est important parce que si on parle d'une entreprise qui a une fonction d'audit interne en tant qu'entité organisationnelle, on parle d'une entreprise d'une certaine taille qui aurait éventuellement, et on va le voir, un conseil d'administration aussi. Et donc cette entreprise a un conseil d'administration qui dit, écoutez, et on comprend qu'il y a un défi de gouvernance. Ce défi de gouvernance demande à ce que ce conseil d'administration assume ses responsabilités, de protéger les intérêts des actionnaires, propriétaires ou parties prenantes, s'assurer que les opérations sont conduites régulièrement et se faire encadrer, n'est-ce pas, par des gestionnaires compétents qui peuvent faire ce travail. Ce conseil d'administration aussi aura conscience de l'importance de la comptabilité, parce que là on est très formel, une comptabilité soutenue et vérifiée par des vérificateurs externes indépendants. Donc on voit ceci et se réaliser. Et maintenant, il y a à l'intérieur de cette organisation une structure formelle d'audit interne. Voici un petit peu un cadre général de structure de bonne gouvernance. Et au regard de l'organisation,
vous avez besoin d'une structure d'audit interne qui puisse jouir d'une certaine indépendance. Très bien. Alors là, j'ai bien saisi votre intervention. Je vois d'abord, il y a le côté fonction aussi. C'est une véritable profession aujourd'hui et qui justifie la création, je dirais, de ce corps qu'on appelle l'Institut des auditeurs internes. Mais cette profession, elle est réglementée. Vrai? Et qu'est-ce qui justifie pratiquement l'intégration d'Haïti à ce grand corps qui est l'IA? Bon, et l'intégration d'Haïti, je dois vous dire que, et avec moi, Gabriel Zéphir, l'un des fondateurs de IA Haïti en 2003, et ça a été à son initiative, avec un groupe de professionnels de la place. Et ils avaient senti à l'époque la nécessité, justement, d'incorporer une grande association qui est IA Global. Et IA Global, c'est l'institut qui a la responsabilité de dicter les normes au niveau international. Donc, en intégrant cette association, justement, nous sommes, et certainement à l'époque, ils avaient pensé qu'il y avait nécessité, justement, d'avoir une association en Haïti qui puisse jouer le rôle de relais. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Gabriel. Oui, effectivement, c'était ça, cet objectif. Il y avait une compréhension que Haïti devait s'inscrire sur la carte du monde et adhérer volontairement au principe de bonne gouvernance. Parce que si on dit qu'on veut avoir une démocratie qui donne de bons résultats, il n'y a pas de démocratie sans système de responsabilité, de reddition de comptes. Donc, c'est là où l'audit interne intervient et ça aide à assurer effectivement que ces aspects de reddition de comptes, ces aspects de bonne performance, ces aspects de bonne gestion sont adressés. Donc, c'était une opportunité unique et le monde entier le fait. Par exemple, l'IA est représenté d'à peu près 180 pays. À 180 pays. 180 pays, il y a une présence de cet institut dans 180 pays. La différence entre peut-être l'audit interne et l'audit externe, on le voit, c'est que dans la plupart des pays, l'audit interne, c'est une adhésion volontaire. Alors que l'audit externe, c'est une obligation légale. Donc, on voit très clairement qu'une entreprise qui rencontre certains critères, il doit absolument présenter des états financiers audités. Tandis que pour l'audit interne, on ne vous demande pas forcément d'avoir une structure d'audit interne. Donc c'est cette démarche d'adhésion volontaire au principe de bonne gouvernance qui va faire qu'une entreprise décide d'avoir une structure d'audit interne. Sauf dans peut-être le secteur bancaire, ici en Haïti, où il fait obligation par rapport à la circulaire 89, etc., modifiée, amendée, qui exige une présence d'audit interne, même s'il y a quand même peut-être, même s'il n'y a pas une référence systématique au cadre international de la pratique professionnelle de l'audit interne. Mais cette exigence, elle est faite. Donc, ce qui est quand même très intéressant dans ce contexte. On pourrait même dire que l'audit interne faciliterait l'audit externe. Exactement. Bravo. Exactement. Maintenant, l'IA Haïti, c'est le mois de sensibilisation, pas vrai? Eh bien, qu'est-ce que vous avez projeté, organisé durant ce mois de sensibilisation pour la promotion de l'audit interne en Haïti? Bon, je ne parlerai pas de projeter, parce qu'on est en plein dans le mois et pratiquement à la fin du mois. Certainement, et le mois de sensibilisation et de la profession, parce que IA Global estime, et comme beaucoup d'autres professions, et d'avoir quand même un mois au cours de l'année pour faire parler de l'audit interne comme étant une profession. Parce que lorsqu'on parle des professions comme médecin, ingénieur, rapidement on voit de quoi on parle. Avocat, comptable, on voit de quoi. Mais lorsqu'on dit qu'on est auditeur interne. Donc à ce moment-là, il y a une explication à donner. Donc au niveau de IA Global, on essaie de faire la promotion de la profession. Et le mois de mai, qui est le mois de sensibilisation, c'est le mois où les instituts, d'une manière générale, organisent beaucoup d'activités pour faire connaître la profession. Au niveau de IA Haïti, nous sommes à pied d'œuvre, parce que depuis le 12
mai dernier, on a donné notre première conférence et à Marriott dans le cadre d'une causerie présentée par Fides Management. Nous avons été invités et ça a été l'occasion pour nous de présenter un sujet d'actualité. Le contrôle interne commence dès le recrutement. On a présenté justement ce terme qui avait été extrêmement bien apprécié parce qu'on a fait ressortir l'importance de la qualité du recrutement et l'impact que ça va avoir sur l'entreprise. Parce que si dès le recrutement, les critères ne sont pas bien définis, et c'est là aussi un point de contrôle. Parce que c'est à l'entrée de la relation, parce que cette personne, comme vous l'aviez dit tantôt, et qui va passer probablement 20 ans à l'intérieur de l'entreprise, faudrait-il bien, à l'entrée de la relation, qu'il y ait un screening qui soit fait par rapport au profil recherché. Et c'est là que commence le contrôle interne. Donc, on a démontré clairement l'importance qu'il y ait un processus de recrutement. Mais aussi, on a beaucoup parlé de la formation. Parce qu'aujourd'hui, si on n'investit pas dans la formation continue, certainement, on ne peut pas valoriser le capital humain. Le capital humain est aujourd'hui un actif, comme tous les autres actifs. Donc, si on demande à l'audit de protéger les actifs, l'audit se doit également de dire que le capital humain qui est là mérite d'être poli, rafraîchi régulièrement. Donc, à partir de là, c'est à travers la formation continue. Donc, on a démontré tout ça. C'était le 12. Mais, si vous permettez, parce que vous m'avez demandé de vous parler du mois et de l'audit. Donc, ensuite, on a été à INAF, École nationale d'administration financière. Nous avons été invités par Pierre-Renaud Julien, qui est directeur de l'INAF, mais également membre de IA Haïti. Et nous avons fait une présentation sur la définition et le rôle de l'audit interne, en présence de 80 jeunes étudiants. Et ça a été un succès par rapport à la qualité des questions que nous avions eues. C'était extrêmement intéressant. Et plus près de nous, samedi, et nous étions à l'INAGUE pour une présentation sur l'audit interne et un métier à création de valeur. Donc là encore, nous avons exposé notre point de vue et qui avait été bien apprécié par les étudiants. Et pour clôturer tout ça pour le mois, nous projetons de faire un cocktail avec les membres parce que c'est avant tout les membres et nous travaillons pour les membres et notre objectif, c'est de permettre aux membres de pouvoir s'émanciper à l'intérieur de son organisation. Et ça va être un 5 à 7 où nous aurons à les rencontrer, les accueillir, parler de nos projets et au cours de cette rencontre. Donc, un mois de sensibilisation, promotion de la profession d'auditeur interne. Maintenant, est-ce que, selon vous, cette profession prend corps dans la pratique haïtienne? Est-ce que vous avez senti qu'il y a une progression effectivement? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Et en fait, ce qui fait de l'audit interne une véritable profession, c'est qu'il y a un code d'éthique, par exemple, qui régit le comportement et la conduite de l'auditeur interne. Donc, deuxièmement, il y a les normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne. Quelqu'un qui fait l'audit interne le fait en conformité avec ces directives incontournables qui sont effectivement les normes. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et troisième élément, il y a tout un programme de perfectionnement et de certification. Parce que l'auditeur interne peut avoir des titres professionnels qui certifient, qui indiquent effectivement qu'il est un professionnel qui maîtrise son champ de travail. Donc ce sont donc trois grands points importants qui fait de ce métier un véritable métier, avec toutes ces références, avec toutes ces référentiels et ces attributs. Donc, en Haïti, ce qu'on a observé ces derniers temps, c'est vrai qu'avec les efforts de sensibilisation que nous sommes en train de faire un petit peu partout, et aussi, j'ai fait référence tantôt à ce cadre de régulation obligatoire imposé par la BRH au niveau des institutions bancaires, on voit effectivement qu'il y a un travail qui se fait. De se rapprocher en termes d'application des normes,
Et deuxièmement aussi, d'intégrer l'Institut des auditeurs internes qui est là comme espace d'encadrement pour ceux-là qui sont dans la pratique de la profession de l'audit interne et qui sont aussi intéressés aux questions de contrôle, par exemple. Donc, ça, c'est par exemple, si on prend de manière, on peut mesurer le nombre de membres de l'IIA que nous avons, la progression qui est faite, c'est vraiment extrêmement important. On est passé à peut-être quelque chose comme 70 au début. Aujourd'hui, on est à peu près quelques 250 membres. Donc, des membres qui sont des professionnels de tous les milieux du secteur public et du secteur privé, et des ONG et aussi des organisations internationales qui sont ici en Haïti. Parce qu'il n'y a pas de complexe à avoir ou de préjugés vis-à-vis d'une organisation locale. Nous sommes l'institut qui représente l'IA global. Ça veut dire, vous êtes membre de l'IA ici, vous êtes membre de l'IA global. Et dans tous les pays, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit la Belgique, au Canada, c'est la même structure. Nous sommes tous des instituts, je dirais, frères, qui font un travail de relais, de promotion de la profession de l'audit interne à travers le monde, ensemble sous l'ombrella d'une organisation centrale qui est l'IIA, qui est basée aux États-Unis. Très bien. Donc, je vais vous dire très clairement que l'auditeur interne, celui qui remplit cette fonction aujourd'hui, a intégré l'IA. Mais alors, quelles sont, je dirais, les contraintes auxquelles vous êtes confrontés en tant que responsable de cette organisation? Quelles sont les contraintes et quelles sont les perspectives aussi d'avenir? Bon, je dirais que les contraintes, certainement, et du point de vue administratif, et on n'a pas la structure qu'il faut, bien que nous avons beaucoup parlé de structure, mais on a quand même le minimum nécessaire pour assurer la relation avec les membres. Et au cours de ces 2 dernières années, nous avons quand même établi des relations avec d'autres professionnels qui sont en train de nous aider au niveau de la communication avec les membres. Et là, je pense que ça avance bien. Les perspectives, nous en avons beaucoup, mais plus près de nous, ça va être la semaine de l'audit de 2016, qui se tiendra du 7 au 11 novembre prochain. Et comme par le passé, ça va être la 5e édition. Déjà, nous avons pu réaliser 4 éditions consécutivement. Donc, le faire en Haïti, ça prend quand même du travail. Et on est en pleine préparation pour la 5e édition. Et là, nous allons avoir quand même, je me permets de le dire, aux téléspectateurs et téléspectatrices de OCPA Magazine, ce que vous allez avoir là, ce n'est pas tout le monde qui est là. Eh bien, nous allons avoir le privilège d'accueillir le président de IA Global en Haïti, M. Richard Chambers. On a déjà son accord, tout est en place pour qu'il soit présent avec nous au cours de la journée du colloque du 7 novembre. Certainement, et je ne vais pas vous indiquer pour le moment l'endroit, mais nous sommes en pourparlers avec... Et nous sommes en pleine planification pour pouvoir l'accueillir correctement. Donc là, on parle vraiment d'une entreprise d'envergure. Le membership de l'IA Global, c'est 180 000 membres dans le réseau mondial. Donc, peut-être juste pour reprendre un point, après ajouter quelque chose à ce que Tom vient de dire en termes de contraintes. Une des contraintes et obstacles que nous avons jusque-là, c'est aussi le fait que les membres de conseil d'administration, les institutions haïtiennes ne sont pas encore sensibilisés à l'importance et au rôle que joue l'Institut des auditeurs internes ici en Haïti. Ça, c'est un point important parce qu'on avait fait l'expérience l'année dernière avec un colloque qui a été organisé, un petit déjeuner qui a été organisé à leur intention. C'était un déjeuner organisé exclusivement à l'intention des directeurs d'audit et des membres des comités d'audit au sein des conseils d'administration. On a été étonnés de voir qu'il n'y a pas eu de réponse par rapport à cette invitation. Donc, qui était clairement pour nous une indication qu'il n'y a peut-être pas encore une compréhension suffisante de l'importance de cette fonction au sein des entreprises. Autrement dit, les membres des comités d'audit
les institutions auraient été présentes. Donc, on va relancer. Je crois que c'est une opportunité extraordinaire. La deuxième chose aussi, en termes de perspective, Tom en fait ne l'a pas présenté, c'est que nous sommes en train de conduire une étude, une enquête sur l'état de la profession ici en Haïti, qui va nous donner l'heure juste en termes de le nombre d'entreprises qui a une fonction d'audit interne et aussi le niveau de maturité organisationnelle de ces fonctions, de ces entités d'audit à l'intérieur de ces institutions. Donc, qui nous permettra encore d'alimenter davantage et d'identifier les efforts de sensibilisation qu'il nous faut faire pour renforcer le travail et qui est déjà bien parti. Très bien. Monsieur, malheureusement, l'émission prend fin. Et encore une fois, je tiens à vous féliciter pour ce travail d'envergure que vous avez à exécuter dans un environnement extrêmement compliqué, mais la mission est exaltante. Elle est noble. Et encore une fois, nous avons parlé d'entreprise, on a parlé d'audit interne, on a parlé d'un sujet pointu, et nos invités ont fait de leur mieux de comprendre comment il est souhaitable, il est indispensable de structurer son entreprise et, à une phase d'organisation, penser à avoir un auditeur interne. Et l'auditeur interne doit intégrer l'IA de façon à faciliter, je dirais, sa formation, ses prestations dans le des normes. L'émission prend fin avec cette pensée de Henri Miller. Certains voient venir la pluie à l'avance, d'autres se contentent d'être mouillés. Alors, gérer c'est prévoir. Merci à vous tous, merci à vous messieurs, félicitations, Merci, bon travail et à bientôt.